Bonjour et bienvenue dans le Psychoquack. Attends, deux secondes. Je viens de recevoir un texto. T'es sérieux là? Bon, ça va les gars, on coupera, et puis voilà. Et bim, allez! Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous vous souvenez de la fille la dernière fois là? Ouais, n'en fais pas genre, toi, c'était la maxi bonne, eh oui! Eh ben, elle m'a envoyé un texto. J'ai envie d'être avec toi. Avec un petit cœur! Ah. Et ouais, et les gars, à force de me charrier, y a pas de souci. Je suis beau gosse, vous êtes moche. Non mais c'est tout, elle m'a choisi, point. Ah, attendez, elle me renvoie un message. Désolé, c'était une erreur, c'était pour mon copain. Aïe. Oh ça va, c'est bon, de toute façon, on l'avait vu une fois, m'intéressait pas énormément non plus. Enfin bon, bref. C'était sur quoi l'épisode aujourd'hui? Ah bah je pense que c'est tout trouvé, hein. Comment ça? Non les gars, non sérieux, putain. Attendez. Quoi? La castration? Non mais les gars, j'ai juste reçu un texto, on m'a pas coupé les coudes non plus. Non mais la castration dont nous parlons, c'est pas celle-ci, hein. Même si avant que Freud n'en parle, c'est vrai que la castration c'était considéré avant tout comme un fait réel. Mais la castration freudienne, c'est une réalité imaginaire. C'est quoi cette histoire? Où est-ce que vous êtes allé encore pêcher ça? Eh bien, dans l'imaginaire du petit garçon, et particulièrement dans celui qui est dans sa période oedipienne, la castration, ou tout du moins l'idée de la castration, va permettre d'apporter une réponse au mystère de la différence des sexes. Je suis sûr que sous tes habits, tu es nu en dessous. Pour Freud, le petit garçon va percevoir cette différence des sexes par la présence ou l'absence d'un seul organe, le pénis. Et donc la femme, elle est castrée, c'est ça? Oh non. On dit pas que la femme elle est castrée ou qu'elle est manquante, attention. Tout ce qu'on veut dire c'est que quand le petit garçon voit une petite fille toute nue, il va rester scotché sur le fait qu'elle ait pas de quéquette. Cette perception ne lui fait pas grand-chose au début. Il s'en fout, il dit que ça le concerne pas, et puis c'est comme tout le reste, ça va pousser. Jusqu'à ce qu'arrive ce que Freud appelle la menace de castration. But your wife's cookies are out of this world. Who told you can eat my cookies? Oh, these cookies! I gotta get the recipe from Les. Put that cookie down! Now! Une menace de castration? Bah, la menace de castration, c'est justement ce moment où on va dire à l'enfant que s'il continue ses conneries, on va lui couper le zizi. Ces conneries sont toujours en lien avec ses activités sexuelles. Mais plus personne dit ça. Après, je connais pas vos parents, hein. Il faut rappeler qu'à l'époque de Freud, l'activité sexuelle de l'enfant était très mal vue, à tel point qu'on inventait des appareils pour empêcher les garçons de se toucher. Michel Foucault explique d'ailleurs que la répression de la sexualité infantile était à cette époque l'obsession de la médecine pour une bonne éducation des enfants. Ah ouais, d'accord. C'est trash quand même. Heureusement qu'on fait plus ça. N'empêche, je vous trouve assez bien renseignés tous les deux sur le sujet. Vous voulez en parler? Puis toi là, ce truc, on va en parler tous les deux quand même, non? Ah, vous avez vu? C'est chiant, hein? Bref, c'est quand même quelque chose qui est resté dans le discours commun, mais de manière détournée. Vous avez jamais entendu quelque chose du genre... La masturbation rend sourd. Quoi? La masturbation rend sourd. Bon, en tout cas, quand le petit garçon va se retrouver face à la différence des sexes, par exemple en voyant une femme ou une petite fille toute nue, il va commencer à se dire putain mais merde, ça se trouve on peut vraiment me la couper parce qu'on lui a bien fait à elle apparemment. Et c'est là où l'enfant va se retrouver confronté à ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Tu veux dire que quand j'étais gamin, j'avais peur qu'on me coupe la teub? Probablement. Ok... Mais tout ceci est de l'ordre du fantasme. Les parents n'ont pas besoin de faire une menace aussi explicite sur son pénis pour qu'il y ait angoisse de castration. Mais en tout cas, l'enfant en arrivera à cette inquiétante conclusion que s'il continue à utiliser son corps comme il l'entend, il pourra être durement puni. Si la figure paternelle, qui est là pour séparer l'enfant de la mère, se manifeste un peu mollement, et si l'enfant n'a pas peur que cela puisse réellement se produire, eh bien il s'en contrefiche de cette menace, tout simplement. Ouais, enfin bon, vous reliez ça à la bite, quoi. En fait, ça fait d'autant plus écho dans l'imaginaire de l'enfant que c'est pas la première fois que l'enfant va perdre quelque chose qu'il considérait comme une partie de lui-même. Pour certains psychanalystes, Auguste Sterck par exemple, le complexe de castration est universel du fait qu'il y aurait des
castration primaire, avec par exemple le retrait du sein ou du biberon après l'allaitement. Et il en existe plein d'autres des expériences de séparation comme celle-ci, antérieures à l'Oedipe. Je te donne une partie de moi, et tu aimes ça. Et hop, je te l'enlève. Et ça crée en toi du déplaisir. Mec, c'est super chelou ce que tu viens de faire là. Et il faut être clair sur un point. Pour Freud, le concept de castration est toujours relié à la perte du pénis. C'est pas pour ça que ça peut pas se déplacer sur d'autres éléments, parce que on est dans l'imaginaire après tout. Oui, d'ailleurs, on peut retrouver la symbolique de la castration sous un autre angle dans les rêves, dans les angoisses, même dans les représentations culturelles. Et Freud l'explique d'ailleurs qu'on peut retrouver la castration sous 3 formes. Premièrement, l'objet menacé pourra être déplacé. Ça sera pas le pénis qui sera perdu, mais ça reviendra au même. Dans le mythe d'Oedipe, Oedipe va perdre ses yeux. On voit ça aussi dans le film Robocop, où l'agent Murphy se fait exploser la main, puis ensuite le reste du corps. Deuxièmement, l'acte pourra être déformé. Ce sera pas une coupure, mais une déformation ou un rétrécissement. Dans Princesse Mononoke par exemple, le jeune Ashitaka est menacé par un démon situé dans son bras, et il va devoir s'en débarrasser. Troisièmement, la figure de l'agent castrateur, celui qui peut couper, pourra être différente. Un animal par exemple. Dans Kick-Ass, je pense que c'est assez clair. Chute de cheveux, démembrement, amputation, perte de dents, décapitation. Venez goûter à la castration. La castration, pour nous, les hommes. Si vous avez vu notre premier épisode sur le complexe d'Oedipe, vous devez vous souvenir que cette figure menaçante, c'est la figure paternelle. Alors attention, je le rappelle, la figure paternelle, c'est pas le père réel. La figure paternelle, c'est la figure qui va séparer l'enfant de la figure maternelle. Il y a donc un lien étroit entre complexe de castration et complexe d'Oedipe. Parce qu'en plus, il faut regarder les anciens épisodes pour pouvoir mieux comprendre les nouveaux. Vous êtes sérieux? Mais c'est évident, les épisodes se complètent, sinon il va te manquer quelque chose. Mon cul, je suis sûr que c'est juste pour augmenter les vues. T'es au courant qu'on monétise pas? Quoi? Ok, d'accord. On va en reparler de ça. Donc vous disiez quoi sur le complexe d'Oedipe? Ah, on disait que justement, l'interdit de l'inceste qui met fin au complexe d'Oedipe, l'enfant va pouvoir la considérer comme une loi à laquelle il va falloir se soumettre pour pouvoir faire face à l'angoisse de castration. Et c'est justement à ce moment-là que le petit garçon va pouvoir comprendre son paternel, non pas comme simplement son papa, mais bien plus que cela, comme la loi elle-même. Parce que son papa aussi, il est soumis à la loi. Il y a d'ailleurs André Green qui dit que ce n'est plus le père qui châtre, c'est la loi. Mais en fait, la loi ne châtre pas, elle punit et elle peut même mettre à mort. Mais il est rare aujourd'hui qu'elle châtre. En quoi, en fin de compte, la castration ressortit bien de la réalité psychique, des théories sexuelles et de l'imaginaire. C'est pour ça que le complexe de castration est important. Parce qu'il fonde notre imaginaire. Il est structurant, c'est évident. Oh, c'est mignon, ils comprennent tout ce qu'ils disent. Non mais, ce que veut dire André Green, c'est assez simple. En fait, oui, la loi peut punir aujourd'hui. D'ailleurs, la loi punit. Mais en même temps, elle va pas jusqu'à te couper le sexe. Faut pas exagérer non plus. Même si c'est vrai que dans certains pays, la mise à mort, c'est pas forcément mieux. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la castration est bien en lien avec l'imaginaire de l'enfant et avec les théories sexuelles infantiles. Ouais, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Freud, il parlait de coupure du pénis, parce qu'à son époque, c'était très mal vu de se toucher. Mais ça a changé. On s'en branle maintenant. Et c'est pour ça qu'il est important de citer Lacan pour comprendre le complexe de castration aujourd'hui. Parce que pour lui, c'est plus symbolique. C'est-à-dire? Eh bien, le symbolique, pour Lacan, c'est ce qui fait référence à l'ensemble de la parole et du langage. Et quand je te disais tout à l'heure que la castration était finalement restée dans le langage commun, eh bien c'est loin d'être sans importance. Le SMS que t'as reçu tout à l'heure, par exemple, rappelle-toi, il t'a mis en position d'être désiré. Ça veut dire d'objet du désir. T'étais persuadé que la fille, elle te voulait toi. Ouais, bon, ok. Mais, voilà. Et donc au final, quand t'as reçu le deuxième texto, qui te disait que c'était une erreur de destinataire et que c'était pas à toi que c'était destiné, là, ça t'a castré de manière symbolique. Et c'est ça que Lacan appelle le manque symbolique. Ce qui fait défaut, ou ce qui a été perdu. Un objet, un être cher, les cookies de Schwarzenegger, enfin tout ça quoi. Toi aussi t'es tombé de ton piédestal, mais tu sais, ça arrive à tout le monde ce genre de choses. Enfin pour toi, c'est juste pas de bol que ça soit passé juste avant qu'on commence l'épisode. Ouais, je vois ça. Puis du coup, en plus, l'épisode il est sur moi. Et d'ailleurs, quand tu te vantais d'avoir reçu un texto parce que t'étais beau gosse et que nous non et tout ça, tu faisais jouer sur nous une castration symbolique. En fait, tu nous faisais bien montrer qu'il nous manquait quelque chose que toi tu avais. Pour Lacan, ce petit quelque chose qui manque de manière symbolique et qui attire le regard des autres, cela s'appelle le phallus.
Putain, j'ai même pas le droit de vous charrier. Vous allez forcément analyser ce que je dis. Ça doit pas être évident dans vos têtes, hein. Le phallus pour Lacan, c'est ce quelque chose de symbolique qui peut être amené à manquer. Mais ce n'est pas le pénis. C'est pourtant ce qui attise le désir des autres. Et c'est pour ça que le phallus confère à celui qui le détient une position de puissance et de pouvoir. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Lacan explique alors que le petit enfant, fille ou garçon pour le coup, va vouloir être le phallus de sa mère pour pouvoir attirer toute son attention, tout son désir. Mais il va falloir se faire une raison, la mère ne désire pas que lui ou qu'elle. Encore heureux d'ailleurs. Il y a forcément quelqu'un d'autre dans sa vie. Un mari, une amante, toute responsabilité ou un loisir, je sais pas. Dans tous les cas, elle n'est pas entièrement à lui. Le simple fait qu'il soit là, lui, en tant qu'enfant à sa maman, c'est parce que la maman, elle en a désiré un autre. Et c'est cela qui le déloge de cette position idéale de phallus maternel. Ça y est, fiston, je te pompe ton mojo. Tu peux dire adieu à ta virilité. Qu'est-ce qu'il y a? Crotte alors. J'ai perdu mon mojo. Et ça, Lacan l'appelle le nom du père. Le nom du père, c'est comme si l'enfant entendait son père lui dire « Non, elle n'est pas qu'à toi ». Sauf que Lacan aime bien les jeux de mots, donc il écrit ça « nom du père », N-O-M. Pourquoi? Parce que l'enfant porte généralement le nom de famille de son père, ce qui l'inscrit symboliquement comme le produit de l'amour du père et de la mère. Je viens d'expliquer en quelques secondes un concept que tu apprends généralement en master de psycho. La figure paternelle peut donc être perçue par l'enfant comme celle qui détient le phallus tant convoité. Un peu moins de bruit s'il vous plaît. Et c'est là où ce nom du père est important pour l'enfant, puisqu'il va lui permettre de s'identifier la figure paternelle, d'intérioriser la loi et de sortir de l'Oedipe. Donc pour Lacan, la castration, ou le nom du père, implique de renoncer à avoir ou à être le phallus dans une relation incestueuse. Attention, un homme s'apprête à faire une référence à Ocarina of Time sur des extraits de Twilight Princess. Cet homme le sait, mais a décidé de le faire quand même. Si vous êtes sensible et puriste, s'il vous plaît, détournez le regard. La procrastination, c'est mal. Regardez par exemple dans Ocarina of Time, qu'on vous a présenté dans le premier épisode. Dans ce jeu, Link finit par acquérir tous les traits qui faisaient la puissance de Ganondorf. Il a un cheval, une grosse épée, une maîtrise du combat. On peut donc en déduire que Ganondorf a transmis à Link ce qui faisait sa puissance. En gros, Link s'est identifié à Ganondorf pour devenir adulte. Oula, mais ça devient compliqué votre histoire de phallus là. Sérieux, y a pas un exemple plus concret? Bah, attends, c'est simple. Grand autre. Grand autre. Ah mais non, c'est vrai, il ne répondra pas, puisque le nom du père est hors de la chaîne des signifiants. Non, parce qu'en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est... Mais ne t'inquiète pas, je sais exactement de quoi on va parler. Ça va les gars, tranquille? C'est pas comme si on avait fait une vidéo sur la castration, hein. Et le mois dernier en plus. Alors laissez-moi deviner, vous allez aussi faire ça sur Édouard Romain d'Argent, c'est ça? Non. Il t'en avait pas parlé? On avait l'intention de t'en parler, tu sais. Parce que bon, la castration c'est une chose, mais on a aussi abordé le symbolique et le phallus. Ouais, parce qu'en plus, si vous prenez le même film, y a un truc beaucoup plus rapide, c'est vous uploadez ma vidéo, vous changez le titre, et puis c'est bon, c'est refait. Ah mais putain. Mais en fait, mais j'avais tellement raison. Vous avez trop pas d'imagination, on est tellement pas les seuls psy sur YouTube. Non, Ah les plagiats. non. En fait, on avait prévu de parler de Fast and Furious. De Fast and Furious. Quoi? Non, c'est mort. Non. Alors encore, j'arrive à accepter que vous m'analysiez, mais alors là, toucher à Paul Walker, le Paul Walker, c'est même pas la peine. T'es sûr? Je crois qu'on a touché une corde sensible. Toi, tu la ramènes. Attends. Et si jamais on parlait de Fast and Furious sans parler de Paul Walker? Alors, ok, mais méfiez-vous. Ok. Alors déjà, pourquoi parler de Fast and Furious quand on parle de la castration? Tiens, c'est vrai ça?
Pourquoi? Hé, tu lui veux quoi, ma nana? Rien, la demoiselle appréciait mon engin. Quand est-ce que tu t'occupes de mon levier de vitesse à moi? Quand t'auras ce qu'il faut dans ta trousse à outils. Yo, Einstein, va faire ça là-haut. On n'astique pas un moteur sans soulever le capot. Je crois qu'on peut pas être plus clair, hein. Comme tu l'as sans doute remarqué, dans Fast and Furious, la voiture peut être considérée comme un phallus. Parce que le phallus, ça attire le regard des autres, c'est la puissance, c'est censé combler tous les manques. Excusez-moi, je n'ai jamais vu Fast and Furious. Elles sont comment les voitures dedans? Quoi? Tu déconnes? Kit amortisseur, échappement titane, jante alu Japan Racing, reniflard rocket, Gender V9. Oh putain, j'aimerais tellement avoir une voiture comme eux. Non mais oui, c'est bon, non mais... J'ai compris en le disant. Oui, continue. Comment ça, moi je continue mon analyse ou alors lui il continue sa... Sarcastique et méchant. Très très drôle. Effectivement, comme tu l'as si bien sous-entendu, dans Fast and Furious, la voiture... tout tourne un peu autour quand même, hein. Mais dans Fast and Furious, il y a bien 7 films dans la série. C'est pas un peu ambitieux pour le 3e épisode? Ouais, mais tu sais bien, comme on n'a pas le droit de parler de Paul Walker... Je vais parler du seul film où il n'apparaît pas. Je vous présente le bien nommé Tokyo Drift. La purée. Racontons déjà rapidement l'histoire du film. Sean est un Américain qui adore faire joujou avec sa voiture. À tel point que sa mère et lui ont dû assez souvent déménager parce que Sean avait pas mal d'emmerdes avec la loi à cause de ça. Mais il en avait un peu rien à foutre. Sauf qu'un jour il va trop loin, et sa mère décide de l'envoyer au Japon, chez son père, pour qu'il arrête de faire ses courses de voiture et qu'il devienne un peu plus conforme à la loi. On ne va nulle part, c'est toi qui t'en vas. Attends, t'es en train de dire que sa maman elle l'envoie chez son père pour qu'il arrête de faire mumuse avec son engin. Exactement. Bon je pense que complexe de Deep, on a. Attendez, vous m'embarquez dans quoi là? Pourquoi on fait le lien avec Oedipe et castration ici? Comme tu le sais maintenant, à la sortie de l'Oedipe, il y a une figure paternelle qui va arriver pour empêcher l'enfant de faire mumuse avec son pénis et qui va justement avoir pour rôle de faire tiers dans la relation entre la figure maternelle et l'enfant. Il va être là pour les séparer. Au début du film, on voit que c'est la police qui tient ce rôle. Mais là, le fait d'envoyer Sean chez son père, c'est une vraie séparation. Et je t'interdis de regarder de près ou de loin la moindre voiture. Il y a de la castration dans l'air. Non mais attends, j'en ai marre que tu racontes toujours des conneries en analysant des films à ta manière. Alors, c'est moi qui vais raconter l'histoire du film, comme ça il y aura aucun sous-entendu. Ok? Ok, il va chez son père au Japon parce qu'il a été emmerdé par des flics. Ok, il arrive à se faire réinscrire dans des courses de caisse. Il tombe amoureux d'une meuf qui en plus sort avec un yakuza. Et le yakuza, en fait, c'est le neveu du parrain. Et pour se faire respecter, pour choper la meuf, il va apprendre le drift avec un de ses potes qui en plus lui aussi est yakuza pour devenir le meilleur de Tokyo. Comme tu l'as si bien résumé, tu vois bien que Sean a un problème avec la loi et pas mal de liens avec des personnes qu'on peut considérer comme des figures paternelles. Et à part son père, t'en vois des figures paternelles? Tout d'abord, chez les policiers, qui l'arrêtent à plusieurs reprises pour lui faire arrêter ses conneries. Dites, vous auriez pas une copie de ça? Ok, figure paternelle numéro 1, les policiers. Il y a ensuite le père, qui lui interdit de toucher aux voitures. Même s'il faut avouer que le père est peu présent dans le film, il impose quand même une loi. Numéro 2, le père. On a ensuite Dike, le Drift King, celui qui empêche Sean de sortir avec la nana qui lui a tapé dans l'œil. Il règne sur le harem de Tokyo, parce qu'il est le plus fort en drift. Il essaie d'être une figure paternelle séparatrice, et a l'air d'être celui qui a le pouvoir, donc le phallus. Numéro 3, Dike, Drift King. Mais on voit bien que Dike n'est pas ce père tout-puissant, parce qu'il a quand même quelqu'un au-dessus de lui, son tonton, qui possède vraiment le pouvoir. Lui, c'est une figure paternelle juste, qui fait vraiment des compromis. Il est plus calme, il est plus mesuré. À Tokyo, c'est lui, la loi. Numéro 4, le tonton Yakuza, le parrain. Eh ben, encore un cinéma d'auteur, hein.
Et enfin, il y a Han, le copain qui va avoir un côté figure paternelle, dans le sens où c'est lui qui va apprendre à Shaun l'art du drift, et qui va le protéger à la fin. C'est le seul qui n'est pas impliqué dans le combat, il se sert juste du drift pour draguer. Il est au-dessus de ça, il transmet son pouvoir. Et le numéro 5, Han. Au fait les gars, c'est quoi le drift déjà? Le drift, c'est ce que j'utilise à chaque fois que je te bats dans Mario Kart. Bref, comme t'as pu le remarquer, dans Fast and Furious et particulièrement dans Tokyo Drift, ce qui va attirer le regard admiratif des hommes et le désir des femmes, c'est pas tellement la voiture, c'est plutôt la maîtrise de la voiture. Et là, ici dans Tokyo Drift, surtout la maîtrise du drift. Ah mais attends, t'es en train de dire que le phallus, c'est pas la caisse, c'est la maîtrise de la caisse. Et donc, pour avoir le phallus, il faut savoir drifter. Et voilà, tu vois quand tu veux, t'y arrives. Ouais, pas comme toi sur Mario Kart, hein. Maintenant que tu sais que le phallus c'est le drift, bah tu comprends pourquoi DK impressionne tout le monde à Tokyo. C'est le Drift King, c'est le roi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il se permet d'avoir la meuf que Shaun désire absolument. Et c'est pour ça qu'il l'empêche d'accéder à cette fille d'ailleurs. Il va convoquer Shaun dans une course pour lui montrer qui a la plus grosse. Et bah forcément c'est le drift qui va faire la différence, en faveur de DK évidemment. Il impose son style. Dites les gars, vous êtes sûrs que le drift c'est ce qui fait fantasmer les femmes? Bah justement, dans le film, il y en a un qui comprend que le drift c'est pas qu'un moyen de rabaisser l'autre, mais c'est aussi un moyen de séduire. C'est Han. Han, c'est la figure du gentil Yakuza. Comme il est sympa, il prête sa caisse à Shaun pour la course. Shaun va lui exploser sa caisse. Mais bien quoi, hein. Il sera donc obligé de lui en repayer une. Il aura donc une dette envers lui. Et comment il compte se racheter, Shaun? Bah logique, il va devoir faire des petits boulots pour les Yakuza. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'on voit que Shaun commence à intérioriser la loi, il commence à se tenir à carreau. C'est là que Han apparaît comme une bonne figure paternelle, parce qu'il transmet la loi à Shaun, mais qu'en plus de ça, il lui transmet l'art du drift. Ah d'accord, il lui transmet le phallus. C'est que Han, donc contrairement à DK, accepte que Shaun puisse un jour tenir la position qui pour l'instant est la sienne. C'est ça. Ouais, mais les gars, attendez. Han, il finit par se faire buter, donc vous pouvez pas vraiment parler de lui comme d'une bonne figure paternelle. Eh bah si, justement. Mais ça, nous verrons ça un peu plus tard. Parce que en psychanalyse, nous pensons que c'est justement quand la figure paternelle est morte, entre guillemets bien sûr, que elle devient puissante et que, pour le coup, elle est increvable. En fait, faut considérer que la loi va s'imposer grâce à ça, et donc que l'enfant va pouvoir l'intérioriser. C'est donc là où l'enfant reconnaît le nom du père. Désolé, j'étais ailleurs. C'est vrai, Han meurt. Mais justement, c'est à partir de ce moment-là que Shaun va prendre ses responsabilités. Il va faire le point avec son père. C'est moi-même qui me suis foutu dans la merde. Je dois régler ce problème tout seul. Et je suis sûr que t'es d'accord. Celui-ci va d'ailleurs l'autoriser à prendre le volant de sa propre voiture. Oui, exactement comme ce que fait Han avant, sauf que là, il la retouche pour que sa bagnole défonce sa mère. Il la retouche pour que ça défonce sa mère? T'es vraiment pas net, toi. Hein. En tout cas, on voit bien que dans Fast and Furious, les voitures de papa, ça a un rôle important. C'est donc à partir du moment où Han meurt que là, Shaun intériorise vraiment la loi. Et c'est ça le nom du père. Du coup maintenant, il n'a plus besoin d'être dans une position de rivalité face à son propre père, il y a enfin une transmission qui est possible. En tout cas, tu commets pas les mêmes erreurs que moi. En plus de ça, et même si c'est vachement dangereux, Shaun va enfin prendre ses responsabilités en allant parler directement au chef des Yakuza, l'oncle de DK. Tu crois que tu as le droit d'entrer ici, de sortir un peu de monnaie de ton sac et rentrer chez toi? Je sais seulement que je viens vous rapporter quelque chose qui vous appartenait. Mais y a pas que ça qui m'amène. Je viens m'excuser pour ce qui est arrivé. Je sais qu'avec votre neveu DK, on s'est mis dans une sale situation.
前この俺に命令するつもりか。失礼しました。 Ouh, c'est qui le patron? Messieurs, j'aimerais que nous trouvions une solution pacifique. Et de quelle manière comptes-tu parvenir à ça? Au volant. Avec Dickey, on n'a fait qu'attirer les problèmes sur nous. Et sur vous aussi. Je vous demande de nous permettre de régler ça une bonne fois pour toutes. De nous affronter. Le perdant quitte la ville. J'ai déjà battu ce merde une fois. Excellent. Ce sera qu'une formalité dans ce cas. Il se sépare d'une partie de lui. Et sa bourse tout de même. Enfin, Shaun reconnaît une autorité au-dessus de lui. Une solution pacifique est désormais envisageable, à l'issue de laquelle celui qui maîtrisera le phallus du drift pourra l'emporter avec la jeune demoiselle en prime. Et là où le chef Yakuza est justement une figure paternelle fiable, c'est qu'il représente parfaitement la loi et qu'il a les moyens de la faire appliquer. Il accepte d'être le garant des règles d'un jeu dont il ne fait pas partie, et ça, c'est une figure paternelle. Le parrain reconnaît la victoire de Shaun, quand bien même c'est un Yakuza et que sa propre famille a perdu. C'est pas rien quand même. Respect. En fait, j'ai compris. Tokyo Drift, c'est un film qui raconte l'histoire d'un gars qui n'accepte pas la loi, qui refuse votre castration, là, et avec le temps, il s'améliore, devient puissant, et enfin devient un bonhomme. C'est à peu près ça, ce qu'on peut interpréter depuis Fast and Furious. Ici, Shaun, maintenant qu'il en a fini avec cette rivalité, il peut vaquer à ses occupations, libre, faire de nouveaux horizons. Je te l'ai dit, pas Paul Walker. Maintenant, tu vas là-bas. Donc, pour conclure, récapitulons. Au tout début de la vie, le bébé pense que la figure maternelle ne peut pas se passer de lui. Il pense être tout pour elle, alors qu'en fait c'est surtout lui qui ne peut pas se passer d'elle. Mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la figure paternelle finit par faire séparation, ne serait-ce que parce que l'attention de la mère est parfois attirée ailleurs. Et là, il y a une séparation qui est exigée. L'interdit de l'inceste obligera l'enfant à ne pas faire ce qu'il veut. Tu vois, ça fait beaucoup écho au complexe d'Oedipe, ça le complète d'une certaine manière. Ce que le complexe de castration apporte, c'est une réelle prise en compte de l'interdit de l'inceste. Qu'est-ce qui va se passer si jamais le petit garçon fait tout ce qui lui passe par la tête, s'il fait ce qu'il veut de son organe génital? Là, ce sont les fantasmes de chacun qui vont donner une réponse. Et dans ces fantasmes-là, on verra souvent apparaître une castration imaginaire menaçante. Faut pas non plus imaginer que c'est un complexe badant avec un imaginaire sinistre à la clé. Bien au contraire, car c'est quelque chose qui a détourné le regard de la mère. Il sera peut-être possible un jour de l'avoir pour soi, de récupérer sur un plan ce qu'on a perdu sur un autre. Et là, ça prend une toute autre tournure, et le fantasme peut s'en donner à cœur joie. Ce qui rend ce tournant possible et qui calme les choses, c'est la possibilité pour le garçon de s'identifier au père. Parce que ce rôle, le petit garçon est bien amené à le jouer un jour. Et dans tous les cas, il ne lui est pas interdit de devenir père. L'identification à la figure paternelle va permettre des gains énormes. Ça va lui permettre de concevoir une existence en tant qu'homme. Un homme, c'est-à-dire un individu reconnu par la loi, et donc immunisé devant cette menace de castration. Enfin, en théorie. Et comme le père lui-même est soumis à la loi, cela permet de le dépasser, et pour le coup, de prendre sa place. Symboliquement parlant, évidemment. C'est une bonne chose dans ces conditions de se détacher de la mère, parce qu'au bout d'un moment, faut avouer, ça saoule. Le complexe de castration permet donc la sortie du complexe d'Oedipe pour le garçon. Oui, parce que pour la fille... Pour le garçon. En revanche, quand la figure maternelle est principalement tournée vers l'enfant, ou quand elle dévalorise toute figure séparatrice, alors là, le complexe de castration est beaucoup plus difficile à passer. Et même si elle est valorisée, la figure paternelle peut se montrer trop rejetante pour l'enfant. Si l'enfant se sent rabaissé ou si c'est trop violent pour lui, il va tout simplement éviter de passer par là. Interdit de l'inceste oblige, ce sera bien difficile de s'inscrire dans la grande lignée des hommes. L'angoisse de castration est donc une expérience fondatrice, et c'est un peu dans notre imaginaire que ça continue à se travailler. Un grand merci à la chaîne Va te faire suivre pour son caméo fort sympathique. On vous conseille sa vidéo sur la castration, qui est une excellente vidéo, on va mettre le lien sûrement par là. Et justement, ça complète vachement bien ce qu'on dit, faut quand même l'avouer, donc il faut absolument aller la regarder. Un grand merci à toi. Et coupé. Si c'est bon, on peut plus...
Bon alors, avant montage, qu'est-ce que t'en penses, Cap? Allez, les gars, écoute, je pense que ça devrait moi le j'y faire. vais. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais ce qui s'est passé. On n'est pas dans la merde. Ok, j'en ai plus rien à foutre. Je me casse. Oh non, Cap, non. Non mais on va quand même pas finir sur un cliffhanger. Sors les lingettes, Bistouflex, le gomme toilette, Bistouflex, la meilleure cachette, Bistouflex, c'est les toilettes, te casse pas la tête. Sors les lingettes, Bistouflex, le gomme toilette, Bistouflex. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see